Il existe des forces invisibles qui nous volent silencieusement la vie. Ce ne sont ni des fantômes ni des démons, mais des pensées qui répètent les mêmes choses, des liens qui épuisent l'âme, des routines qui éteignent le feu intérieur. Ce livre n'est ni une recette ni un chemin direct. C'est une carte ouverte pour ceux qui sentent quelque chose en eux mourir silencieusement. Vous n'y trouverez pas de formule, mais plutôt des vérités nues. Des mots qui peuvent blesser, mais qui réveillent aussi. Si vous lisez ceci, vous avez peut-être déjà commencé à vous éveiller. Et cela, même si cela n'en a pas l'air, est le début de la liberté. Chapitre 1. Le prix du plaisir. Il existe une prison sans barreaux, sans gardien, sans mur. Personne ne vous force à y entrer, et pourtant des millions de personnes y vivent depuis toujours. C'est ce qu'on appelle le besoin d'approbation. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à sourire même si nous n'en avons pas envie, à dire « merci », même sans être reconnaissant, à agir comme on l'attend de nous, même si cela trahit notre identité. Ainsi, sans nous en rendre compte, nous construisons un soi d'emprunt, un soi qui nous correspond, qui ne nous dérange pas, qui est applaudi. Mais à quel prix? Le besoin de plaire est l'une des formes les plus subtiles d'abandon de soi. Il se déguise en gentillesse, bienveillance et politesse, mais au fond, c'est de la peur. Peur d'être rejeté, peur de ne pas appartenir à un groupe, peur d'être seul avec soi-même. Et cette peur draine notre énergie vitale. Elle nous épuise, elle nous brise. Nous disons oui quand nous voulons dire non. Nous sourions quand nous sommes tristes. Nous feignons l'enthousiasme quand tout semble sec à l'intérieur. Et chacun de ces gestes, aussi insignifiant soit-il, nous vide de notre essence. Il nous éloigne de notre vérité et nous transforme en une ombre amicale, mais absente. D'où vient ce besoin? Peut-être d'un père absent, ou d'une mère exigeante. Peut-être d'une enfance où nous avons appris que l'amour se mérite en faisant ce qui est juste, et non simplement en étant. Nous avons appris que nous ne serons valorisés que si nous ne dérangeons pas les autres, si nous ne commettons pas d'erreurs, si nous ne sommes pas trop intenses, sensibles ou bizarres. Nous avons donc appris à nous modifier, à amputer des parties de notre âme pour les adapter au moule des autres. Et plus nous perfectionnons ce moi adapté, plus nous sommes applaudis, mais moins nous nous reconnaissons. Et voilà le piège. Plus on cherche à plaire à tout le monde, plus on se perd. Car on ne sera jamais assez bien pour tout le monde. Et on ne sera jamais vraiment aimé si on ne montre qu'une version plâtrée de soi-même. Plaire est un pacte silencieux avec l'invisibilité. Et ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas de devenir égoïste ou insensible. Aimer ne signifie pas toujours céder. Respecter les autres ne signifie pas se trahir. Être bienveillant ne signifie pas devenir un serviteur émotionnel. Il y a une différence entre donner par amour et donner par peur. Le premier vous épanouit, le second vous épuise. Et si après avoir donné, vous vous sentez vide, épuisé, plein de ressentiment, alors vous n'avez pas donné, vous vous êtes vendu. L'un des signes les plus évidents que vous êtes pris dans ce piège est lorsque vous commencez à vous déconnecter de vos propres besoins. Vous ne savez plus si vous avez faim, si vous êtes fatigué, si vous avez vraiment envie d'être là ou si vous êtes juste là pour ne pas être mal vu. Vous vous demandez, est-ce que je peux dire non? Vont-ils être contrariés si je pars plus tôt? Vont-ils penser que je suis froid si je ne réponds pas tout de suite? Et chacun de ces doutes vous éloigne un peu plus de vous-même. Jusqu'au jour où vous réalisez, vous vivez depuis des années en fonction des autres. Et le pire, c'est que, malgré tous vos efforts, vous ne vous sentez pas aimé, vous vous sentez utilisé. Car l'approbation n'est pas de l'amour, c'est une transaction. Fais ce que j'attends de toi, et je t'accepterai en retour. Se libérer de ce besoin est un acte de courage. C'est se regarder dans le miroir sans se voiler la face. C'est s'autoriser à décevoir. C'est accepter d'être incompris, jugé, rejeté, tout en restant fidèle à soi-même. C'est marcher seul un temps. Car oui, quand on cesse de plaire, certaines personnes s'éloignent. Mais ne vous y trompez pas, vous ne perdez pas des gens. Vous perdez l'illusion qu'ils vous aimaient pour ce que vous êtes. Et cela, même si c'est douloureux, est un soulagement. Arrêter de plaire ne signifie pas arrêter d'aimer. Cela signifie aimer avec ses racines. Cela signifie se choisir soi-même sans culpabilité.
Cela signifie arrêter d'hypothéquer son âme pour quelques applaudissements. Une vie authentique n'est pas toujours confortable, mais elle est réelle. Et la réalité possède une énergie particulière. Elle ne fatigue pas, elle ne s'épuise pas. Elle nourrit, elle respire, elle vibre. Lorsque vous commencez à vivre selon qui vous êtes et non selon ce que les autres attendent de vous, quelque chose change. Votre corps se détend, votre voix s'affermit. Vos décisions ne naissent plus de la peur, mais de la conviction. Vous commencez à attirer des relations plus saines. Des relations plus saines, parce que vous ne négociez plus votre valeur. Vous ne vous déguisez plus pour être choisi. Et c'est là que quelque chose de magique se produit. Quelqu'un, au beau milieu de la route, vous voit, pour de vrai. Pas votre masque, pas votre personnage. Vous. Et ce regard change tout. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour être toi-même. Ce qu'il te faut, c'est le courage d'accepter que tout le monde ne te comprendra pas. Et ce n'est pas grave. Tu n'es pas venu au monde pour être universellement accepté. Tu es venu pour être profondément toi-même. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez le besoin de plaire, de dire oui, de taire ce qui vous blesse pour ne pas contrarier les autres, arrêtez-vous, respirez, demandez-vous, est-ce que j'agis par amour ou par peur? Et si c'est par peur, choisis différemment. Même si ta voix tremble, même si ça fait mal, même s'ils ne comprennent pas, parce que chaque fois que vous choisissez votre vérité, même dans un petit geste, vous récupérez un morceau de votre âme. Et c'est le vrai chemin du retour à la maison. Nous continuons d'avancer, mais d'abord, si vous sentez que cela vous parle, dans la description, vous avez le premier lien avec plus de matériel sur la métaphysique que vous allez adorer. Chapitre 2. Le piège de l'urgence. Il existe une prison qui n'a besoin ni de barreaux ni de grilles, mais qui enferme des millions de personnes, l'urgence constante. Nous vivons prisonniers d'une danse frénétique, répondant à des courriels, résolvant des problèmes en suspens, payant des factures, nous précipitant vers un lieu que nous ne pourrons jamais définir. Nous nous réveillons le cœur déjà en alerte, comme si la vie était une succession d'incendies à éteindre avant le petit déjeuner. Mais ce qui est urgent n'est pas toujours ce qui est important. Le piège réside dans le sentiment. La poussée d'adrénaline provoquée par l'accomplissement d'une tâche nous donne un faux sentiment d'utilité. Nous nous précipitons parce que nous croyons que cela nous rend précieux, nécessaire, utile. Et sans nous en rendre compte, nous mettons en suspens l'essentiel. Le silence intérieur, l'affection véritable, le repos profond, l'art de ne rien faire. L'urgent vole l'énergie parce qu'il n'a pas d'âme. D'un autre côté, l'important exige présence, profondeur, réflexion. Mais l'important est silencieux. Il ne crie pas. Il n'envoie pas de notification. Il ne menace pas d'échéance. L'important est comme une fleur au milieu de la forêt. Seuls ceux qui marchent lentement et sont disposés à la regarder la voient. Combien de fois avez-vous remis à plus tard une conversation sincère pour répondre à un email ? Combien de fois avez-vous sacrifié votre sommeil pour accomplir une tâche qui n'aurait aucun sens demain? Combien de fois avez-vous ignoré votre corps, votre esprit ou votre cœur simplement pour répondre aux attentes d'autrui? Et ainsi, jour après jour, nous laissons l'urgence nous consumer. Le paradoxe est le suivant. L'urgent est rarement ce qui donne sens à notre existence, mais il se présente avec une telle force que nous finissons par le croire indispensable. Pendant ce temps, l'important, qui pourrait nous transformer, dépérit, attendant notre attention. Nous vivons programmés pour réagir. Un message, un appel, une alarme. Chaque son interrompt le fil sacré de la pensée. Nous ne pensons plus, nous réagissons simplement. Nous ne choisissons plus, nous obéissons simplement à la pression du moment. Mais la vie n'est pas faite pour être vécue à la hâte. S'arrêter est un acte révolutionnaire. Respirer intentionnellement est une rébellion contre l'anxiété globale. Dire « ça peut attendre » est une déclaration de liberté. En apprenant à différencier l'urgent de l'important, nous commençons à retrouver une énergie qui s'échappait auparavant par 1000 fissures invisibles. Et il ne s'agit pas de devenir irresponsable ou d'abandonner nos tâches. Il s'agit d'ordre. Il s'agit de savoir que tout ne mérite pas une attention immédiate, que certaines choses peuvent attendre et que d'autres n'auraient jamais dû figurer à notre ordre du jour. L'énergie s'épuise lorsque l'âme n'a plus d'espace pour s'exprimer. Et l'âme a besoin de temps.
Elle a besoin de lenteur, de profondeur, d'attention soutenue. L'important, le vraiment important, se construit lentement, comme un jardin, comme une amitié, comme soi-même. L'urgent veut que vous soyez efficace. L'important veut que vous soyez sage. On confond parfois vitesse et progrès. Mais avancer n'est pas toujours synonyme de progrès. On peut tourner en rond pendant des années, épuisé et vide, sans avoir fait un seul pas vers son essence. Un moment de lucidité peut valoir plus que 1000 jours de lutte. Le grand défi n'est donc pas d'en faire plus, mais de faire ce qui compte, et de le faire en toute conscience. Un ancien maître disait « Si vous êtes pressé, marchez lentement », car la hâte est l'ennemi du discernement. Et seul le discernement permet de distinguer ce qui mérite votre énergie de ce qui n'est que du bruit déguisé en nécessité. Imaginez chaque jour comme une carafe remplie d'eau pure. Cette eau est votre énergie vitale. Vous pouvez la déverser dans 1001 petites fissures, en répondant à chaque message, en disant oui à tout, en éteignant les flammes des autres. Ou vous pouvez la déverser dans ce qui nourrit véritablement votre âme. Créer, aimer, vous reposer, réfléchir, vous connecter. L'urgent veut que nous soyons distraits. L'important veut que nous soyons concentrés. Et dans ce choix, c'est notre liberté intérieure qui est en jeu. Observez votre journée. Faites-la sans jugement, juste avec curiosité. À quoi consacrez-vous votre énergie? Qu'est-ce qui vous vole votre temps, votre paix et votre clarté, sans rien vous apporter en retour? Que devriez-vous remettre à plus tard sans culpabilité? Que devriez-vous honorer davantage? Parce que si vous ne donnez pas la priorité à ce qui est important, ce qui est urgent le deviendra pour vous. Et il n'y a rien de plus triste que d'arriver à la fin de la journée ou de la vie et de réaliser qu'on a été occupé, mais pas présent, actif, mais pas vivant, plein d'accomplissements vides et d'objectifs sans rapport. L'urgence est une ombre qui se nourrit de votre peur de vous arrêter. Mais de l'autre côté de cette peur se cache le calme, et de ce calme naît la décision la plus importante, reprendre le contrôle de votre attention. Car là où va votre attention, va votre énergie. Et là où va votre énergie, votre vie s'épanouit. Chapitre 3. La soif d'approbation, l'autre miroir. Il existe un poison qui se déguise en flatterie. Un piège aussi doux que la voix de quelqu'un qui vous dit « Je suis fier de toi ». C'est un hameçon invisible qui plonge au plus profond de votre âme et vous apprend sans mots que votre valeur dépend de ce que quelqu'un d'autre vous confirme. Ainsi commence l'esclavage le plus subtil, celui de vivre sous le regard des autres. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à rechercher l'approbation comme quelqu'un qui mendie de l'eau dans le désert. Un signe d'approbation d'un adulte, une bonne note, un regard satisfait, et nous sentons que nous existons, que nous sommes valables. Et puis, sans nous en rendre compte, nous commençons à construire notre identité en nous appuyant sur les autres. Être précieux parce que les gens vous applaudissent, être digne parce qu'ils vous acceptent, être convenable parce que vous n'êtes pas ennuyeux. C'est une prison qui sent le parfum cher. La soif d'approbation n'est pas présentée comme un besoin désespéré, mais comme une élégante façon d'appartenir. Nous cherchons à nous intégrer, à paraître corrects, à paraître justes. Mais dans cette quête, nous commençons à nous trahir. Nous nous rapetissons pour entrer dans des moules qui ne nous ont jamais appartenu. Combien de fois avez-vous gardé votre vérité pour vous par peur de décevoir les autres? Combien de fois avez-vous dit oui alors que vous vouliez crier non? Combien de fois avez-vous ri de quelque chose que vous ne trouviez pas drôle, juste pour ne pas passer pour l'étrange? Combien de décisions avez-vous prises le cœur lourd, simplement parce que quelqu'un d'autre l'attendait de vous? Vivre pour plaire, c'est mourir petit à petit. C'est comme traverser une scène vêtue d'un costume qu'on n'a pas choisi, en répétant des répliques qu'on n'a pas écrites, juste parce que le public, cette masse sans visage, pourrait applaudir ou huer. Et la peur du rejet devient plus forte que le désir d'être soi-même. Le problème, c'est que les applaudissements ne suffisent jamais. Car lorsqu'on vit de l'approbation des autres, son estime de soi est comme une feuille au vent. S'il vous aime, vous rayonnez. S'il vous critique, vous vous effondrez. S'il vous regarde, vous existez. S'il vous ignore, vous disparaissez. Et au fond, vous le savez, personne ne peut maintenir cela éternellement.
La quête constante d'approbation nous rend esclaves de nos masques, nous changeons de visage selon l'environnement, un pour le travail, un autre pour la famille, un autre pour les réseaux sociaux. Nous devenons experts dans l'art de retoucher, de filtrer qui nous sommes pour ne montrer que ce qui est attendu. Mais chaque filtre est un renoncement, chaque masque a un poids. Que se passerait-il si un jour vous décidiez de vous montrer sans fioriture? Que se passerait-il si vous osiez être vous-même, même si tout le monde ne l'approuve pas? Cela ferait peut-être mal au début, vous perdriez des applaudissements, des abonnés, des amitiés construites sur de fausses fondations. Mais vous gagneriez quelque chose de bien plus profond, la paix intérieure que procure une vie honnête. Être soi-même, authentique, imparfait, vulnérable, est un acte révolutionnaire dans un monde qui récompense les apparences. Il y a une grande différence entre créer du lien et plaire. Plaire, c'est agir pour maintenir la paix extérieure. Créer du lien, c'est vivre en paix intérieure. En vous connectant à vous-même, vous découvrez que vous n'avez besoin de convaincre personne. Il suffit de vous écouter, d'être fidèle à vous-même et de vous respecter. Et oui, bien sûr, la reconnaissance extérieure peut être agréable. Nous aimons tous être vus, célébrés, embrassés. Il ne s'agit pas de la nier, mais la différence réside dans le fait de ne pas en dépendre pour vivre. Tu es digne, même si personne ne t'applaudit. Tu as de la valeur, même si personne ne le dit. Tu es suffisant, même si le monde te tourne le dos. Une vie basée sur l'approbation des autres est une marionnette suspendue à des ficelles, et ces ficelles sont souvent entre les mains de personnes qui ignorent vos rêves, vos blessures ou votre véritable histoire. Allez-vous laisser votre vie entre les mains de ceux qui ne la comprennent pas? La liberté commence le jour où vous cessez d'avoir besoin d'une validation extérieure pour vous sentir complet. C'est le moment où vous choisissez de vous regarder dans le miroir et de vous reconnaître, non pas à travers le regard des autres, mais à travers celui que vous savez être. C'est le moment où vous pouvez vous dire « Je suis fier de moi, même si personne ne le dit ». Il ne s'agit pas d'être arrogant, il s'agit de retrouver sa voix intérieure. Celle qui a été réduite au silence par des années de complaisance, de peur et de devoir. Celle qui murmure des vérités dérangeantes mais nécessaires. Lorsque vous agissez à partir de cette voix, vous risquez de perdre quelques applaudissements. Mais vous arrêtez également de danser pour cela. Et puis, l'impossible se produit. Les bonnes personnes commencent à vous approcher. Non pas à cause du masque, mais à cause de la vérité. Et vos relations deviennent plus sincères, plus humaines, plus réelles. La soif d'approbation ne s'apaise pas par l'indifférence. Elle se guérit par l'authenticité. Parce que lorsque vous vous montrez tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses, vos erreurs et vos réussites, vous découvrez que vous n'êtes pas seul, que d'autres ont également ressenti cette pression de s'intégrer, cette lassitude de faire semblant, ce désir de sortir des sentiers battus. Et dans cette authenticité partagée naît une véritable connexion. Ne vivez pas pour être approuvé, vivez pour être vrai. Même si votre voix tremble, même si tout le monde ne vous comprend pas, même si vous marchez seul un moment. Il vaut mieux être rejeté pour qui vous êtes que d'être accepté pour qui vous prétendez être. Ce qui compte vraiment ne vous obligera jamais à vous trahir pour appartenir. Chapitre 4. Le bruit qui vous empêche de penser. Il existe une violence qui ne laisse aucune trace sur la peau, mais qui use lentement l'âme, le bruit constant. Il ne s'agit pas seulement de l'agitation de la ville, ni de la circulation qui assourdit les rues, ni même des cris des autres qui résonnent à travers les murs. Il s'agit d'un autre bruit, plus dangereux, plus subtil, celui qui vit en nous. Ce murmure qui ne cesse jamais, même quand on se tait, ce bavardage intérieur qui analyse, juge, anticipe, se plaint, dramatise. Cette voix qui nous empêche d'habiter pleinement l'instant présent, trop occupé à construire des futurs qui pourraient ne jamais arriver ou à revivre des passés disparus. Cette voix qui non seulement commente, mais conditionne, qui non seulement raconte, mais déforme. Nous vivons dans un monde saturé d'informations, d'images, de stimuli et d'urgences artificielles. Mais au-delà de cela, le plus perturbant est la façon dont ce bruit extérieur s'est infiltré dans nos esprits.
Le bruit de la comparaison, du jugement constant, de l'obligation de réussir, de faire nos preuves. Nous vivons comme si quelqu'un nous observait constamment de l'extérieur, exigeant performance, perfection, une version retouchée de nous-mêmes. Et nous ne réalisons pas que cela nous prive de la chose la plus précieuse, la clarté intérieure. Quand tout est bruit, il n'y a plus de place pour l'intuition. Quand tout est urgent, il n'y a plus de place pour la vérité. La sagesse, cette voix sereine qui murmure parfois à peine, a besoin du silence pour émerger. Mais comment peut-elle parler lorsqu'une armée de pensées l'interrompt à chaque seconde? Parfois, votre esprit ressemble à une ville avec trop de feux rouges. Tout est à l'arrêt, mais les klaxons continuent de retentir. Nous pensons avoir besoin de réponses, mais en réalité, nous avons besoin de silence. Non pas d'un silence vide, ni d'une absence de son, mais d'un silence fertile. Un silence qui purifie l'espace intérieur. Un silence qui est plus présence qu'absence, car c'est seulement dans cet état qu'il est possible de voir clairement ce qui nous épuise, ce qui ne nous appartient pas. Le bruit intérieur est astucieux. Il se déguise en inquiétude, productivité et efficacité. Il nous fait croire que nous avançons alors qu'en réalité nous tournons en rond. Il nous convainc que réfléchir davantage signifie résoudre davantage de problèmes. Mais la plupart du temps, réfléchir davantage revient à procrastiner. Apprendre à se taire intérieurement est un art. Et comme tout art, cela exige de la pratique, de l'humilité et une profonde détermination. Au début, le silence est inconfortable. Lorsqu'on arrête le bruit, des choses que l'on cachait réapparaissent. Peur, émotion, vieilles blessures. Le silence est un miroir. Et nous n'aimons pas toujours ce qu'il reflète. Mais ce n'est qu'en franchissant ce seuil que nous pouvons atteindre une clarté authentique. Non pas une paix artificielle, mais une sérénité indépendante de tout élément extérieur. Beaucoup ont peur d'être seuls avec leurs pensées, mais ils ne réalisent pas qu'elles ne sont pas leurs pensées. Elles sont l'espace où elles se produisent. Elles sont le ciel, pas les nuages. L'observateur, pas la tempête. Et quand on parvient à voir cela, quelque chose en soi se libère. Comme si on cessait soudain de lutter contre le courant et qu'on flottait simplement. Il ne s'agit pas de cesser de penser, mais plutôt de choisir de ne pas s'identifier à chaque pensée qui surgit, de les observer comme on regarde les feuilles tomber d'un arbre, certaines belles, d'autres pourries, mais toutes fugaces. Qui seriez-vous si le bruit était éteint? Quelle décision prendriez-vous si vous pouviez vraiment vous entendre? Quels rêves s'éveilleraient si le bavardage mental ne les enfouissait pas sous les excuses et la peur? Faire taire le bruit ne signifie pas s'isoler du monde, c'est l'habiter à une fréquence différente. C'est apprendre à être présent, même dans le chaos. C'est choisir consciemment les pensées dans lesquelles on veut vivre, car chaque pensée est une maison, et certaines sont en ruine. Le bruit, au fond, est une peur déguisée. La peur de ne pas avoir le contrôle, la peur d'affronter l'essentiel. Mais la vie n'a pas besoin d'être contrôlée, elle a besoin d'être habitée. Et c'est seulement en faisant taire l'inutile que nous entendons l'essentiel. Certains pensent avoir besoin de plus de temps, mais en réalité, ils ont besoin de plus de silence. Pas d'heures, mais de moments de plénitude. Pas de jours de repos, mais de minutes de présence. Le bruit nous convainc que la vie est toujours ailleurs. Le silence nous rappelle que la vie se déroule maintenant, tandis que nous respirons, que nous lisons ces lignes, que nous nous demandons si tout cela a un sens. Et oui, c'est le cas, car chaque mot prononcé dans le silence porte en lui une graine de vérité. Et vous êtes prêt à la semer. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler le bruit du monde, mais vous pouvez apprendre à ne pas le reproduire en vous. Vous pouvez choisir de baisser le volume, de faire de la place et de vous arrêter. L'esprit entraîné au bruit recherche une stimulation constante, mais l'âme réclame une pause. Et dans cette pause, la transformation commence. Chapitre 5. Les chaînes invisibles. Qui draine votre énergie? Chacun de nous porte un fardeau, souvent invisible, mais lourd. Il ne s'agit pas seulement de responsabilités quotidiennes ou d'obligations extérieures. Ce sont les chaînes invisibles qui nous lient, qui drainent notre énergie et qui, sans que nous nous en rendions compte, façonnent notre existence. Ce sont ces personnes, ces situations et ces pensées qui, tels des parasites, nous consument sans rien donner en retour. Il est facile de souligner l'évidence. Travail épuisant, manque de repos, surcharge constante. Mais la véritable perte d'énergie provient souvent de sources moins tangibles,
plus subtiles, plus humaines. De ces interactions qui nous épuisent sans vraiment comprendre pourquoi. De ces liens qui nous appellent, mais qui exigent plus que ce que nous sommes prêts à donner. L'énergie, dans sa forme la plus pure, est l'essence même de la vie. C'est la vibration qui nous pousse à bouger, à créer, à aimer, à être. Et lorsqu'elle est épuisée sans être renouvelée, elle devient un écho vide, une lassitude sans repos. Avez-vous déjà eu l'impression qu'après avoir été avec une certaine personne, vous vous sentiez plus petit, plus vide? Que, sans savoir comment, une conversation se transformait en une bataille silencieuse où vous finissiez par céder du terrain émotionnel? Ce n'est pas une coïncidence. C'est la dynamique subtile de la consommation d'énergie, une relation inégale où l'un donne et l'autre ne fait que prendre. Il ne s'agit pas seulement des personnes toxiques, facilement identifiables, celles qui nous critiquent, nous manipulent et nous épuisent ouvertement, mais aussi de ces autres personnes, apparemment inoffensives, nécessiteuses, celles qui viennent toujours chercher réconfort, soutien et attention, sans tenir compte de votre espace. Le paradoxe est que, souvent, ceux qui nous rongent le plus sont ceux que nous aimons le plus, ou ceux dont nous pensons qu'ils ont besoin de notre aide. Cette usure est une disparition progressive, une fuite silencieuse qui nous use sans bruit, qui nous éloigne de nous-mêmes sans même que nous nous en rendions compte. Et ce n'est pas seulement extérieur. Les voleurs d'énergie vivent aussi dans notre esprit. Ce sont les pensées autocritiques, les « je devrais », les « je ne suis pas à la hauteur », les attentes irréalistes que nous nous imposons. C'est une exigence personnelle qui se transforme en punition, une culpabilité tenace, un perfectionnisme déguisé en discipline. Reconnaître ces voleurs est la première étape pour reconquérir ce qui nous appartient. Mais il ne suffit pas de les identifier. Il faut apprendre à poser des limites, savoir dire non. Comprendre que notre énergie est une ressource sacrée et non une ressource inépuisable pour satisfaire les exigences d'autrui. Dire non n'est pas égoïste, c'est un acte d'amour-propre, de respect de notre intégrité. Chaque oui forcé est un oui que nous volons à notre bien-être. Chaque effort excessif est un fardeau qui ne nous appartient pas et qui à la longue nous tire vers le bas. Le problème, c'est que nous vivons dans une culture qui glorifie la disponibilité totale, qui récompense la capacité à donner sans relâche, qui confond valeur et utilité. On attend de nous que nous soyons toujours présents, toujours prêts à nous sacrifier. Et ainsi, petit à petit, nous devenons l'ombre de nous-mêmes, épuisés, désorientés. Mais l'énergie n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle, mentale et spirituelle. Lorsque nous nous laissons consumer, nous ne perdons pas seulement notre force, nous perdons le contact avec notre essence. Nous oublions qui nous sommes vraiment et nous nous contentons de survivre dans le moule que d'autres ont conçu pour nous. Retrouver cette énergie est un acte de rébellion contre l'invisibilité, l'apathie, l'épuisement silencieux. C'est choisir de vivre avec intention, avec présence, avec des limites claires. Chaque fois que vous vous éloignez de ce qui vous épuise, vous vous dites « oui ». Chaque fois que vous cultivez des espaces où vous ressourcez, vous construisez un refuge intérieur que personne ne peut envahir sans autorisation. Ce n'est pas un chemin facile. La peur de perdre des relations, la culpabilité de ne pas être à la hauteur, la pression sociale, tout concourt à nous maintenir enchaînés. Mais la question est, à quel prix? Est-il utile de se brûler pour illuminer la vie des autres si l'on reste soi-même dans l'ignorance? À quoi bon donner autant si l'on s'oublie soi-même? La réponse réside dans la mesure, dans l'équilibre. Apprendre à discerner qui mérite votre énergie et qui ne la mérite pas. Comprendre que la véritable générosité ne consiste pas à donner jusqu'à l'épuisement, mais à donner avec abondance, avec plénitude. Le défi consiste à fixer des limites sans peur, sans culpabilité, avec amour et respect pour soi et pour les autres. Il s'agit de reconnaître que prendre soin de soi ne signifie pas renoncer aux autres, mais plutôt être mieux placé pour être avec eux. C'est un art, un apprentissage, une pratique constante, mais la récompense est immense. Retrouver son pouvoir, sa force, sa présence, se reconnecter à son essence, vivre dans l'authenticité et une énergie renouvelée. Alors aujourd'hui, regardez autour de vous et en vous-même. Demandez-vous, qu'est-ce qui me draine? Où dois-je fixer des limites?
Où dois-je être plus bienveillant envers moi-même? N'oubliez pas, votre énergie est votre bien le plus précieux. Protégez-la, nourrissez-la, respectez-la. Ce n'est qu'alors que vous pourrez briller de votre propre lumière sans dépendre du reflet que les autres vous renvoient. Chapitre 6. L'art subtil de la retraite. Comment récupérer votre pouvoir en éteignant le bruit? Dans la société actuelle, la connexion constante est devenue une exigence présentée comme une vertu. Nous sommes toujours à la portée de tous, disponibles pour répondre, aider, expliquer, justifier. Mais que se passe-t-il lorsqu'on décide de se retirer? Lorsqu'on choisit de ne pas répondre instantanément, de ne pas engager un dialogue inutile, de ne pas se dévouer au drame ou aux attentes constantes des autres? Se retirer n'est ni fuir ni se cacher. Ce n'est ni un manque d'engagement ni de l'indifférence. C'est plutôt un acte conscient de préservation, un geste d'amour-propre qui défie la logique de l'immédiateté et de la saturation. C'est l'espace que l'on se crée au milieu du chaos, un profond répit qui permet de se reconnecter à son centre. Rares sont ceux qui comprennent que le véritable pouvoir ne réside pas dans la quantité de présence, mais dans sa qualité. Ce n'est pas la disponibilité permanente qui suscite le respect ou l'admiration, mais la capacité d'être là quand cela compte pleinement, sans épuisement ni fragmentation. Ce pouvoir vient de la maîtrise de sa propre énergie, de la sagesse de savoir quand être présent et quand se retirer. Se retirer, c'est comme éteindre la lumière dans une pièce envahie par le bruit visuel. Non seulement cela réduit le chaos, mais cela invite aussi à la réflexion et à la réorganisation. Le silence créé par votre absence possède une force magnétique. Sans un mot, sans vous justifier, vous attirez l'attention des autres, les remarquez et vous valorisez. Cette stratégie n'est ni une manipulation ni un jeu. C'est une profonde manifestation de souveraineté émotionnelle. C'est la reconnaissance que votre énergie n'est ni une ressource inépuisable ni un bien public. C'est la limite claire que vous définissez pour que les autres respectent votre espace de vie. Mais se retirer implique aussi d'affronter l'inconfort. Souvent, le silence intérieur réveille des émotions longtemps ignorées, peur de l'abandon, insécurité, solitude. L'absence de bruit extérieur peut intensifier le dialogue intérieur, vous forçant à affronter ce que vous avez repoussé. Cette confrontation est une occasion de grandir, d'apprendre que la solitude n'est pas vide, mais pleine de possibilités, que la solitude choisie est le terreau fertile pour cultiver l'authenticité, que dans le silence, on peut entendre la voix la plus importante, la sienne. On confond souvent le bruit avec la vie. On pense qu'être occupé, réagir vite et remplir son temps de stimulation sont synonymes de vitalité et de valeur. Mais la véritable vitalité naît de l'équilibre, de l'espace entre les mots, du répit entre les actions. La maîtrise du retrait conscient est un processus d'apprentissage qui se révèle par de petites décisions quotidiennes. Laisser son téléphone dans une autre pièce, ne pas répondre à un SMS urgent, éviter une dispute stérile, désactiver les notifications. Ce sont des gestes simples mais puissants qui reconstruisent votre rapport au temps et à l'énergie. En apprenant à dire non sans culpabilité, à disparaître sans drame, à réserver son énergie à ce qui compte vraiment, on commence à changer la dynamique de ses relations. Ce qui semblait autrefois de l'indifférence devient du respect. Ce qui était autrefois de l'attente se transforme en admiration. Ce changement n'est pas toujours bienvenu. Lorsqu'une personne est habituée à votre disponibilité constante, votre retrait peut être ressenti comme une trahison ou un abandon. Or, c'est précisément ce malaise qui signale que vous avez rompu un schéma toxique de dépendance émotionnelle ou énergétique. L'essentiel est de se rappeler que personne n'a le droit de consommer votre énergie sans votre consentement. Votre absence n'est pas une punition, mais une invitation à valoriser et à respecter votre espace. Le véritable amour ne requiert ni présence constante, ni sacrifice incessant, mais authenticité et réciprocité. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez la pression d'être toujours là, de répondre immédiatement, de justifier vos silences, arrêtez-vous, respirez, demandez-vous, est-ce nécessaire à mon bien-être? Est-ce que je donne par abondance ou par obligation? De quoi ai-je vraiment besoin en ce moment? Cultiver l'art de la retraite est, par essence, un acte révolutionnaire dans un monde qui célèbre l'hyperconnectivité et la disponibilité totale. C'est un appel à revaloriser le pouvoir du silence, de la pause et de l'absence consciente.
Car dans cet espace créé par votre choix émerge le véritable pouvoir, la capacité de choisir comment, quand et avec qui partager votre énergie. C'est cette souveraineté qui transforme non seulement votre vie, mais aussi votre relation au monde. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un acte aussi simple que l'absence de réponse. Ne craignez pas le vide que crée votre silence. Dans cette pause, dans cette absence, vous reprenez possession de ce qui vous appartient, votre espace, votre temps, votre pouvoir. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, vous trouverez beaucoup plus de matière pour continuer à apprendre dans le premier lien de la description. Chapitre 7. La frontière invisible. Apprendre à dire non pour protéger votre énergie. Dans le vaste territoire de notre vie émotionnelle et mentale, il existe une frontière subtile, invisible pour beaucoup, mais essentielle à la préservation de notre intégrité. La capacité de dire non. Il ne s'agit pas d'un simple acte verbal, mais d'un profond acte de reconnaissance de soi, de respect de l'espace qui nous appartient et de l'énergie qui nous soutient. Dire non est bien plus qu'un mot. C'est une limite qui définit qui vous êtes et jusqu'où vous êtes prêt à aller. C'est un acte de courage dans une société qui récompense un oui constant, une disponibilité sans faille et un engagement sans réserve. Dans un monde qui exige de toujours répondre, de toujours aider et d'être présent sans condition, dire non est une petite révolution. Pourquoi est-il si difficile de dire non? Parce qu'au fond, dire non remet en question les attentes des autres, confronte leurs besoins et suscite souvent des sentiments désagréables. Culpabilité, peur du rejet, angoisse de perdre son appartenance. On nous a appris qu'être bon, c'est être toujours accessible. Qu'aimer, c'est se sacrifier sans compter. Que notre valeur personnelle se mesure au nombre de faveurs que nous pouvons offrir. Mais cet enseignement est un piège qui nous mène à l'érosion silencieuse, à l'usure invisible et à l'abandon de soi. Car chaque oui imposé est un oui qui nous vole notre espace intérieur, un acte d'abandon déguisé en générosité. Non, en revanche, est l'affirmation la plus authentique de l'amour-propre. C'est le geste qui nous redonne le contrôle de notre énergie et de notre temps. En disant non, non seulement nous protégeons notre bien-être, mais nous apprenons aussi aux autres comment nous voulons être traités. Cet acte crée une frontière qui non seulement définit, mais invite aussi au respect. Il envoie un message clair. Je compte. Mon énergie compte. Mon temps est précieux. Et si cette frontière peut susciter une résistance extérieure, elle est la seule qui garantisse la préservation de notre essence. La difficulté à fixer des limites provient souvent d'une peur profonde de la solitude, de la désapprobation et du rejet. Or, la véritable solitude ne naît pas de l'absence des autres, mais de l'absence de soi-même. À force de céder, à force d'accepter sans se poser de questions, on se perd dans la foule, on cesse de se reconnaître et, par conséquent, on s'expose à l'insatisfaction et au ressentiment. Dire non est aussi un acte d'honnêteté émotionnelle. Cela nous permet de vivre avec cohérence et intégrité. Cela nous libère du poids du mensonge silencieux que nous construisons lorsque nous acceptons ce que nous ne voulons pas, lorsque nous donnons plus que ce que nous pouvons ou désirons. De plus, dire non ne signifie pas fermer les portes définitivement, devenir inaccessible ou froid. C'est plutôt un exercice d'équilibre qui nous permet de choisir quand et comment être présent et quand nous réserver pour prendre soin de nous et nous ressourcer. Apprendre à dire non est un chemin qui demande pratique et patience. Il n'est pas facile de briser des schémas profondément ancrés ou de remettre en question les attentes sociales. Mais chaque fois que nous disons non consciemment, respectueusement et sans culpabilité, nous renforçons notre capacité à vivre le monde avec authenticité et épanouissement. Il est également important de reconnaître qu'un non peut être bienveillant et compatissant. Il n'est pas nécessaire d'être dur ou agressif pour se protéger. Au contraire, un non tendre et clair peut renforcer les relations et ouvrir des espaces de compréhension mutuelle. Pour ceux qui sont habitués à une disponibilité constante, dire non peut paraître étrange, voire menaçant. Mais ce malaise est le signe que nous progressons vers une relation plus saine avec nous-mêmes et avec les autres. En fin de compte, protéger notre énergie par le non est un acte d'amour bénéfique à la fois pour celui qui le prononce et pour celui qui le reçoit.
Car en prenant soin de nous-mêmes, en respectant nos limites, nous pouvons offrir notre présence avec plus de qualité, plus d'authenticité et sans usure. Alors aujourd'hui, face à une exigence, écoutez votre voix intérieure. Demandez-vous, ce « oui » vient-il de mon abondance ou d'une obligation? Suis-je prêt à donner cette énergie ou dois-je la réserver pour moi-même? Quelle part de moi-même suis-je prêt à préserver en disant « non » ? N'oubliez pas que chaque « non » bien placé est un « oui » à votre bien-être, à votre essence, à votre vie. Protéger votre énergie n'est pas un acte égoïste, mais le fondement d'une vie épanouissante. Car c'est seulement à partir d'un espace protégé, où l'énergie circule en équilibre, que nous pouvons vraiment nous trouver, grandir et contribuer à notre authenticité. Chapitre 8. Le piège de l'approbation. Se libérer du désir constant d'être accepté. Dans notre quête d'appartenance, d'être vu et valorisé, nous abandonnons souvent notre énergie la plus précieuse, le besoin d'approbation. Ce désir profond, naturel et humain peut devenir un piège invisible qui sape notre vitalité, fragmente notre authenticité et perpétue un cycle d'épuisement émotionnel. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à regarder vers l'extérieur pour valider qui nous sommes. Ai-je bien réussi? M'ai-je apprécié? M'accepte-t-on? Ces questions façonnent nos comportements, nos gestes et nos paroles, ajustant notre essence aux attentes des autres. Sans nous en rendre compte, nous commençons à construire une version de nous-mêmes qui cherche à plaire, à éviter les conflits et à être acceptés, sacrifiant ainsi la liberté d'être simplement qui nous sommes. Ce schéma a un coût profond. L'énergie que nous dépensons dans la quête constante d'approbation est volée à l'espace que nous pourrions utiliser pour nourrir notre être. Chaque geste, chaque oui imposé, chaque silence gêné destiné à éviter de déplaire représente une petite renonciation à notre intégrité. Au-delà de l'épuisement émotionnel, cette dynamique affecte également la qualité de nos relations. Lorsque les liens reposent sur le besoin d'être acceptés, ils deviennent fragiles et conditionnels. La présence authentique est masquée par le masque de la bienveillance, et la vulnérabilité sincère est remplacée par l'acte de bienveillance. La liberté et l'authenticité naissent lorsque nous cessons de chercher à l'extérieur ce qui ne peut naître qu'en nous, l'acceptation de soi. C'est un chemin difficile, car il implique d'affronter la peur du rejet, la solitude et l'incertitude. Mais c'est aussi la seule voie vers une énergie authentique et durable. Lorsque nous apprenons à valider notre expérience intérieure, à respecter nos sentiments et nos limites sans nous fier au jugement extérieur, notre énergie se stabilise. Nous ne vivons plus en fonction du reflet que les autres nous renvoient, mais avec cohérence et force intérieure. Se libérer du désir constant d'approbation ne signifie pas devenir insensible ou indifférent. Cela signifie choisir consciemment les voix à écouter et celles à laisser de côté. Cela signifie discerner quand une critique ou un commentaire peut être une opportunité de croissance et quand il s'agit simplement d'un bruit qui détourne notre attention et nous épuise. Ce processus nous invite également à reconnaître les projections que les autres ont sur nous. Souvent, ceux qui recherchent l'approbation répondent aux attentes d'autrui, au conditionnement familial ou aux influences culturelles. En n'en étant pas conscients, nous tombons dans le piège d'alimenter ces projections, renforçant ainsi des schémas qui nous éloignent de notre essence. Dans cette dynamique, il est essentiel de fixer des limites claires. Nous ne pouvons pas contrôler la perception des autres, mais nous pouvons décider de ce que nous autorisons et de ce que nous rejetons. Cette décision consciente nous redonne le contrôle de notre énergie et nous libère de l'usure engendrée par une complaisance constante. Lorsque nous nous libérons du besoin d'approbation, nous devenons des symboles d'authenticité. Notre présence n'est pas une quête de réflexion, mais une affirmation de notre être. L'énergie que nous dégageons devient attractive car elle est ancrée dans la vérité et non dans l'adaptation. Il est également important de comprendre que cette libération est un processus et non un événement. Il y aura des moments de doute, des revers et de la peur. Mais chaque petit pas vers l'acceptation de soi renforce notre capacité à protéger notre énergie et à construire des relations fondées sur la vérité et le respect mutuel. Enfin, l'invitation est claire. Observez combien de fois par jour vous recherchez l'approbation ou évitez les conflits par peur de perdre l'acceptation.
Demandez-vous quelle part de vous-même vous sacrifiez dans ces moments-là. Et n'hésitez pas à vous dire que vous méritez d'être aimé et respecté tel que vous êtes, sans filtre ni masque. Parce que lorsque vous vous libérez du désir constant d'approbation, vous retrouvez une énergie qui vous appartient, une force vitale qui ne peut jaillir que de l'amour de soi et de la vérité intérieure. Chapitre 9. L'art de faire une pause. Comment le silence préserve votre énergie et révèle votre pouvoir. Dans un monde qui ne cesse de parler, d'agir et de réclamer l'attention, la pause apparaît comme un acte subversif et radical. S'arrêter, respirer et rester silencieux ne se résume pas à l'absence de son ou de mouvement. C'est une stratégie profonde pour préserver son énergie, se reconnecter à soi-même et reconfigurer les relations qui nous entourent. La pause est un espace entre le stimulus et la réaction, un répit entre le bruit extérieur et la tempête intérieure. C'est dans cet espace que réside le pouvoir du choix conscient, la capacité à ne pas se laisser emporter par l'inertie des impulsions ou l'envie de réagir. En apprenant à faire une pause, nous mettons fin à cette perte constante d'énergie. Car chaque réaction automatique, chaque réponse impulsive est une petite perte de force vitale, une perte invisible mais réelle qui nous épuise. La pause, en revanche, devient un refuge où notre énergie se concentre, se recentre et se renforce. Cet acte de pause nous protège également des dynamiques manipulatrices et de l'abandon inconsciemment à des schémas qui ne nous servent à rien. Durant cette pause, l'impulsion à être provoquée perd de sa force, le besoin de plaire ou de défendre s'atténue, et la capacité à réagir avec authenticité plutôt que par réactivité émerge. La pause est aussi un langage silencieux qui communique sans parole. Lorsque nous nous retirons momentanément du dialogue, que nous laissons un message sans réponse immédiate, ou que nous choisissons simplement le silence au milieu du bruit, nous créons un espace qui force à la réflexion, génère un malaise et, paradoxalement, impose le respect. Ce silence n'est ni une stratégie de manipulation ni un jeu de pouvoir, mais un acte de présence. C'est une façon de dire « je suis là », mais d'un endroit où je prends soin de mon énergie, où je ne me laisse pas emporter par l'urgence du monde. Apprendre à faire une pause exige une profonde reconnaissance de notre valeur et de notre vulnérabilité. Car il n'est pas toujours facile de résister à la pression sociale, aux attentes ou à la peur du jugement. La culture de l'action, de la rapidité et de la disponibilité permanente nous pousse à ignorer ce besoin essentiel. Cependant, dans cette pause, la véritable nature du pouvoir personnel se révèle. Un pouvoir qui ne crie ni ne domine, mais rayonne de calme et de fermeté. Un pouvoir qui ne dépend ni d'approbation extérieure, ni de validation constante, mais jaillit du plus profond de notre être. De plus, la pause nous offre un miroir dans lequel nous pouvons observer notre propre ombre, les peurs, les insécurités et les blessures qui déclenchent souvent nos réactions automatiques. En nous arrêtant, nous pouvons observer ces aspects sans jugement, comprendre leurs origines et choisir consciemment de ne pas les laisser gouverner nos actions. Ce processus d'introspection qui naît pendant la pause est transformateur. Il nous invite à cultiver la patience, l'empathie envers nous-mêmes et la capacité à supporter l'incertitude sans sombrer dans le chaos émotionnel. Concrètement, une pause peut être un moment de répit avant de répondre à un message, un moment de silence lors d'une conversation tendue, ou la décision de ne pas intervenir dans une dispute où la tension émotionnelle est certaine. Il ne s'agit ni d'un renoncement ni d'une évasion, mais d'un acte de sagesse qui protège notre intégrité. En pratiquant la pause, nous commençons à remarquer des changements dans nos relations. Les gens ressentent cet espace et réagissent souvent avec plus de respect et de considération. La dynamique s'équilibre, car nous cessons d'alimenter le cycle de la demande et de la réaction. Il est vrai que la pause peut engendrer un malaise, voire un rejet, chez ceux qui sont habitués à notre disponibilité constante. Mais ce malaise est le signe que nous remettons en question des schémas qui ne nous servent plus et que nous reprenons notre place. Enfin, la pause nous connecte à la dimension spirituelle de l'existence. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas des machines produisant des réponses ou des émotions, mais des êtres entiers qui ont besoin de repos, de réflexion et de ressourcement. Ce silence intérieur ouvre les voies vers une sagesse profonde, vers une écoute attentive et vers la manifestation d'une puissance qui ne s'impose pas,
mais qui invite et transforme. Alors aujourd'hui, avant de vous laisser emporter par l'urgence, le bruit ou la pression, arrêtez-vous, respirez, écoutez le silence qui vous habite. Dans cette pause, vous résidez, entier et fort. Et à partir de là, choisissez comment vous voulez évoluer dans le monde. Parce que dans l'art de la pause, dans cet espace entre le stimulus et la réponse, réside la clé pour protéger votre énergie, affirmer votre pouvoir et vivre avec plus d'épanouissement et d'authenticité. Chapitre 10. Les ombres de l'épuisement professionnel. Reconnaître et guérir l'épuisement invisible. L'épuisement émotionnel, cet ennemi silencieux qui s'infiltre dans notre être sans autorisation, est l'un des voleurs les plus subtils et les plus dévastateurs de notre énergie vitale. Il ne se manifeste pas toujours par des signes visibles, mais ses effets se font sentir dans l'âme comme un vide, une fatigue que même le plus long repos semble apaiser. Cet épuisement invisible est le résultat d'un abandon continu, d'une opacité des frontières et d'une déconnexion progressive de notre propre essence. Nombreux sont ceux qui vivent cet épuisement sans s'en rendre compte. Ils continuent de donner, de répondre, de prendre soin et de soutenir, sans se rendre compte qu'ils se vident d'eux-mêmes. L'énergie qu'ils offrent n'est pas renouvelée, mais plutôt diluée par les exigences constantes de leur environnement. Ainsi, peu à peu, elle devient une ombre qui pèse sur leur journée, obscurcissant leur vitalité et leur joie. Reconnaître cette ombre est le premier acte de courage, car cela signifie admettre que nous ne pouvons pas toujours être disponibles, que nous ne sommes pas toujours infinis, et que prendre soin de nous-mêmes n'est pas un acte égoïste, mais nécessaire pour vivre pleinement. Le burn-out invisible est alimenté par plusieurs sources. La pression sociale à toujours être fort, la croyance que notre valeur dépend de ce que nous donnons, la peur du rejet en cas de refus et le manque d'outils pour fixer des limites saines. Ces croyances, souvent inconscientes, créent un terreau fertile pour le burn-out. Le corps et l'esprit commencent à envoyer des signaux, même si nous les ignorons souvent. Une fatigue persistante avec le sommeil, des pensées dispersées, une irritabilité croissante, une déconnexion émotionnelle et physique, un sentiment d'inutilité ou de désespoir. Tous ces éléments sont les échos d'une énergie qui se consume sans relâche. Mais le burn-out invisible ne touche pas seulement l'individu. Il a un impact profond sur les relations, le travail et la capacité à vivre de manière authentique. En cas d'épuisement professionnel, la créativité est bloquée, la communication devient rigide et la présence devient superficielle. Pour guérir cette ombre, il est essentiel de revenir à notre centre, à la racine de notre énergie. Cela nécessite d'apprendre à écouter ce que notre corps et notre âme nous disent, à respecter nos limites intérieures et à dire non si nécessaire. C'est un processus de rééducation émotionnelle qui consiste à désapprendre l'exigence constante de soi et à reconnaître le besoin de repos et de ressourcement. Une partie de cette guérison consiste à renouer avec son rythme naturel, à respirer profondément et à faire silence intérieur. Ces pratiques simples mais puissantes nous ramènent à la réalité lorsque la tempête de l'épuisement menace de nous emporter. Il est également crucial de faire la distinction entre ce qui nous nourrit réellement et ce qui nous consume, déguisé en devoir ou responsabilité. Apprendre à choisir consciemment où investir notre énergie est un acte d'amour-propre et de sagesse. Un soutien extérieur peut être un allié précieux dans ce parcours. Discuter avec des personnes qui respectent nos limites, rechercher une aide professionnelle ou intégrative et créer des espaces de repos et de loisirs contribuent tous à reconstruire notre vitalité. Il est important de comprendre que guérir un burn-out invisible n'est pas un processus linéaire ni rapide. Il y aura des moments de progrès et de revers, des moments de lumière et d'ombre, de patience et de frustration. Mais chaque petit geste de bien-être et de respect est une victoire qui contribue au rétablissement. Enfin, guérir de ce burn-out implique également de transformer notre rapport à la culture qui glorifie l'épuisement et la surproduction. Cela implique de remettre en question le discours qui nous incite à être toujours disponible, actif et productif pour être utile. Cette transformation culturelle commence au niveau individuel, dans chaque acte conscient, de prendre soin de notre énergie, d'honorer notre temps et de préserver notre intégrité. Parce que c'est seulement à partir d'un lieu d'équilibre et de vitalité que nous pouvons offrir le meilleur de nous-mêmes, non pas comme un abandon constant qui nous détruit,
mais comme une expression authentique et renouvelée. Dans cette reconnaissance et ce soin de l'usure invisible réside une invitation profonde. Vivre de la plénitude, de la conscience et de l'amour de soi, en protégeant la source primordiale de notre existence, l'énergie qui nous soutient et nous pousse à exister. Chapitre 11. Le pouvoir des limites. Apprendre à dire non pour dire oui à la vie. Dire non est l'un des actes les plus puissants, mais aussi les plus difficiles que nous puissions accomplir dans notre vie. Dans une culture qui prône le oui constant, la disponibilité perpétuelle et l'engagement sans réserve, non apparaît comme un mot gênant, presque tabou, associé au rejet, à la culpabilité ou à la perte. Cependant, dire non est un acte essentiel d'amour-propre et de respect de notre énergie vitale. Cela marque la fin de ce que nous pouvons offrir et le début de l'espace sacré qui n'appartient qu'à nous. Apprendre à dire non ne signifie pas fermer les portes du monde, mais plutôt ouvrir une fenêtre sur notre authenticité et notre bien-être. Le non est un phare qui nous guide vers une vie plus épanouissante, car il nous permet de choisir intentionnellement où investir notre force, notre temps et notre cœur. En disant non à ce qui ne correspond pas à notre vérité, nous disons oui à ce qui compte vraiment. Cependant, cette pratique est difficile car elle implique d'affronter des peurs profondes, la peur de l'abandon, la peur de ne pas être aimé, la peur de la solitude ou la peur de la désapprobation. Ces peurs nous conditionnent à plaire, à répondre, à être toujours disponible, à sacrifier notre repos pour l'approbation des autres. Mais ce sacrifice constant a un prix élevé. Nous nous déconnectons de notre centre, nous nous fragmentons et abandonnons notre énergie sans réserve jusqu'à l'épuisement. Cela ne nous aide pas à stopper cette fuite, à retrouver notre espace et à redécouvrir notre essence. Dire non est aussi un acte de communication claire et honnête. Cela signifie exprimer avec respect et fermeté ce que l'on ressent et ce dont on a besoin, sans craindre la réaction de l'autre. Il ne s'agit pas de s'enfermer derrière un mur d'indifférence, mais plutôt de créer une frontière qui protège notre intégrité. Lorsque nous apprenons à fixer des limites saines, nos relations évoluent. Ceux qui nous apprécient et nous respectent véritablement trouvent de nouvelles façons plus authentiques de communiquer. Ceux qui cherchaient seulement à profiter de notre disponibilité commencent à prendre leur distance. Et ce processus, même s'il est parfois douloureux, est nécessaire à notre développement. Les limites ne sont pas une punition pour les autres, mais un cadeau pour nous-mêmes. Elles nous permettent de conserver l'énergie nécessaire pour vivre pleinement, créer, aimer dans l'abondance et non dans la pénurie. Ce pouvoir de dire non est profondément lié à la conscience de notre finitude, à la compréhension que notre temps et notre énergie sont des ressources limitées et précieuses. Chaque non est un oui à la vie que nous voulons construire, à la paix dont nous avons besoin et au respect que nous méritons. La difficulté réside dans la déprogrammation des vieux schémas qui nous ont appris que notre valeur personnelle dépendait du nombre de fois où nous disons « oui ». C'est un processus d'apprentissage qui exige patience, compassion envers soi-même et pratique constante. Nous pouvons commencer par observer où nous avons le plus de mal à dire non. Quelle peur émerge et quelles croyances nous conditionnent. Demandons-nous ce qui se passerait si nous osions vraiment poser cette limite et quel aspect de notre vie s'ouvrirait ainsi. Il est également important de reconnaître que dire non ne nous rend pas moins précieux ou moins aimables. Au contraire, cela nous permet d'être plus authentiques et présents, car nous ne sommes pas distraits ou épuisés par des engagements qui ne sont pas les nôtres. Il ne s'agit pas d'un acte de souveraineté intérieure ni d'un pas vers la liberté et l'intégrité personnelle. C'est le choix conscient de prendre soin de notre champ énergétique, de préserver nos vibrations et d'honorer notre être. Lorsque nous apprenons à dire non sans culpabilité ni peur, nous découvrons que nous sommes capables de vivre d'une manière plus alignée, cohérente et aimante avec nous-mêmes. Cet apprentissage est un chemin qui transforme non seulement nos relations avec les autres, mais aussi notre propre histoire. Il nous libère du besoin de rechercher l'approbation extérieure et nous connecte à la sagesse intérieure qui sait quand ouvrir les portes et quand les fermer. En pratique, dire non peut commencer par de petits gestes du quotidien. Ne pas répondre immédiatement à un message, ne pas accepter d'engagements indésirables, ne pas céder à des exigences qui nous épuisent.
Ces petits gestes sont les graines d'une vie plus épanouissante et plus équilibrée. À mesure que nous gagnons en confiance en notre non, nous ressentons moins le besoin de nous justifier ou d'expliquer nos décisions. Le respect de soi se reflète dans la clarté de notre langage et la fermeté de nos limites. Et même si cela ne provoque ni inconfort ni rejet chez certains, c'est un acte d'amour radical pour notre existence. Car en prenant soin de notre énergie et de notre temps, nous pouvons être véritablement disponibles pour ce qui compte vraiment, les personnes et les projets qui nourrissent notre âme. En fin de compte, dire non est un oui profond à la vie, car c'est dire oui à l'épanouissement, à l'authenticité et à la liberté intérieure. Cela nous invite à vivre dans un état de capacité d'être et non de contrainte, et à construire une vie où notre énergie n'est pas une monnaie d'échange, mais le fondement sacré de notre être. Chapitre 12. Le piège du sauvetage. Quand aider devient un abandon de soi. Aider est l'une des plus nobles expressions de l'être humain. Il est dans notre nature de tendre la main, d'alléger la souffrance, d'être là pour les autres dans l'adversité. Cependant, lorsque l'acte d'aider devient une obligation constante et illimitée, il peut devenir un piège qui nous prive de notre énergie et de notre authenticité. Le piège du sauvetage survient lorsque nous confondons l'aide aux autres avec la responsabilité absolue de leur bien-être. Nous nous donnons jusqu'au sacrifice, sans considérer les conséquences sur notre santé émotionnelle et spirituelle. Au lieu d'être un acte d'amour gratuit, aider les autres devient une chaîne invisible qui nous emprisonne. Ce schéma est profondément ancré dans des croyances et des émotions que nous ignorons souvent. Il peut provenir de la peur de la solitude, du désir d'être apprécié ou de la conviction que notre valeur est liée à ce que nous faisons pour les autres. Ainsi, nous devenons ceux qui devraient toujours être là, ceux qui réparent, ceux qui absorbent le chaos des autres pour maintenir leur calme. Mais cet abandon constant a un prix caché, l'érosion progressive de notre énergie vitale. En prenant sur nous le fardeau émotionnel et les problèmes des autres, nous laissons peu de place à nos propres besoins et à notre intimité. Le sauvetage devient alors une forme subtile d'abandon de soi. De plus, lorsque nous aidons depuis cet endroit, la dynamique relationnelle peut devenir inégale. Les bénéficiaires peuvent devenir dépendants et nous devenons une fonction plutôt qu'une présence authentique. La réciprocité se perd et un déséquilibre s'installe, ce qui, à terme, peut engendrer du ressentiment, de l'épuisement et une déconnexion. Il est essentiel de reconnaître quand aider est un acte libre et conscient, et quand cela devient une habitude imposée par la peur ou une obligation intérieure. Aider véritablement est un don né de l'abondance, et non une dette remboursée par un dévouement constant. En ce sens, apprendre à discerner est un acte de profonde sagesse. Il ne s'agit pas de cesser d'aider ou d'être insensible, mais d'établir des limites claires qui protègent notre bien-être. En aidant avec respect, nous préservons notre force et pouvons offrir une véritable présence, sans nous perdre dans le poids émotionnel des autres. Ce discernement implique également d'accepter que nous ne pouvons sauver personne. Chacun est responsable de son propre chemin et de son évolution, et tenter de contrôler ou de réparer sa vie est une illusion qui nous épuise et crée de fausses attentes. La véritable aide réside parfois dans le fait de permettre aux autres d'affronter leurs propres difficultés, de vivre leur propre processus sans intervention constante. Cela implique de faire confiance à la capacité de chacun à apprendre, à guérir et à évoluer par lui-même. En apprenant à fixer des limites saines lorsque nous aidons, nous constatons que notre énergie est renouvelée et que la qualité de notre présence s'améliore. Nous pouvons accompagner avec équilibre, sans sacrifice ni ressentiment. Il est également important de reconnaître que l'abandon de soi par le sauvetage a un impact profond sur notre relation à nous-mêmes. Lorsque nous oublions nos besoins, notre identité se fragmente et nous perdons contact avec notre vérité intérieure. Ce phénomène est une forme de confusion identitaire, où le moi authentique se dilue derrière le rôle que nous avons assumé dans la vie des autres. Nous devenons la personne toujours présente, mais pas nécessairement celle que nous sommes réellement. Pour se libérer de ce piège, il faut commencer par la conscience de soi et la compassion. C'est un processus qui consiste à renouer avec nos besoins, nos désirs et nos limites, et à apprendre à dire non sans culpabilité ni peur.
Reconnaître que nous méritons attention et respect est essentiel pour nous libérer du fardeau du sauvetage. Ce faisant, nous nous ouvrons la voie à une vie plus équilibrée et authentique. L'invitation est de réfléchir profondément à nos motivations à aider, de nous demander quand l'acte est vraiment un don et quand il est une manière d'éviter notre propre vide ou notre peur. Ce processus peut être douloureux car il implique de renoncer à des rôles, des attentes et des schémas hérités de l'enfance ou de la culture. Il s'agit cependant d'une étape nécessaire pour vivre avec intégrité et épanouissement. Il est également utile d'observer notre réaction lorsque quelqu'un nous impose des limites. Les respectons-nous ou nous sentons-nous abandonnés? Cette réaction peut révéler nos propres blessures qui nécessitent une guérison. En fin de compte, se libérer du piège du sauvetage signifie retrouver notre souveraineté émotionnelle et énergétique. Cela nous permet de vivre dans l'authenticité, en offrant notre aide avec liberté et joie, sans obligation ni sacrifice. Ce chemin est un acte profond d'amour envers nous-mêmes et envers les autres, car c'est seulement à partir d'un lieu d'accomplissement que nous pouvons véritablement accompagner et soutenir ceux qui nous entourent. Chapitre 13. Le silence comme refuge. Apprendre à habiter le vide intérieur. Dans le bruit constant du monde, où les voix extérieures et intérieures rivalisent d'attention, le silence devient un espace sacré, presque interdit. Mais c'est dans ce silence que réside un refuge profond, un lieu où nous pouvons nous retrouver sans masque, sans bruit, sans exigence. Apprendre à vivre le silence est une invitation à stopper le tourbillon de pensées, d'émotions et de stimuli qui nous épuisent. C'est un acte de courage, car le silence n'est pas seulement l'absence de son, mais une confrontation avec notre propre essence. Lorsque nous restons silencieux, sans fuir ni combler le vide, nous commençons à découvrir qui nous sommes vraiment derrière les voix qui nous disent comment nous devrions être, ce que nous devrions faire, comment nous devrions nous sentir. Cette rencontre avec le vide intérieur peut être inconfortable, car elle nous confronte à des peurs, des blessures et des ombres que nous avons dissimulées sous des couches de bruit et d'activité. Cependant, c'est aussi le chemin vers la guérison et l'intégration. Le silence est le langage de l'âme, un espace où nous pouvons entendre clairement la sagesse qui nous habite. En lui, les distractions se dissipent et les vérités que la hâte et le bruit nous obscurcissent émergent. C'est dans ce refuge silencieux que nous pouvons cultiver la présence consciente, la capacité d'être avec nous-mêmes sans jugement, sans hâte, sans résistance. La présence est l'antidote à la dispersion énergétique et émotionnelle qui caractérise notre époque. Lorsque nous apprenons à rester assis tranquillement, sans ressentir le besoin urgent d'agir ou de penser, nous reprenons le contrôle de notre énergie. Nous cessons de la laisser s'exprimer par des stimuli externes ou des réactions automatiques et commençons à la gérer avec intention. Ce silence n'est ni isolement ni déconnexion, mais un espace de rencontre profonde. De là, nous pouvons observer nos pensées et nos émotions sans nous y identifier, comprendre nos schémas et choisir consciemment notre réponse. Dans notre culture, le silence est souvent interprété comme une absence, une faiblesse ou un vide, mais il est en réalité source de pouvoir. Le silence est le lieu où naît l'authenticité, où s'éveille la créativité et où s'épanouit la sagesse. Vivre en silence, c'est aussi apprendre à lâcher prise, à cesser de chercher constamment des réponses extérieures ou une validation dans une action frénétique. C'est croire que ne pas faire est aussi agir, un acte de bienveillance et de renouveau. Le silence nous connecte à notre rythme intérieur, à ce rythme lent et naturel que nous avons perdu dans la précipitation et les exigences de la vie. En nous synchronisant avec ce temps, notre énergie se stabilise et notre vibration s'élève. Cependant, pour beaucoup, le silence est un territoire inconnu et redouté. L'esprit résiste, les émotions s'agitent et le corps aspire au mouvement. C'est le moment crucial où la discipline de l'individu est mise à l'épreuve. Il ne s'agit pas d'éviter le bruit, mais d'apprendre à revenir sans cesse au silence, avec patience et compassion. C'est un chemin d'apprentissage qui renforce notre capacité à maintenir le silence sans nous perdre. Dans ce processus, nous pouvons découvrir que le silence est un enseignant qui nous révèle ce qui compte vraiment, ce qui est aligné avec notre essence et ce qui n'est qu'un bruit qui consomme notre énergie.
Le silence nous invite également à observer nos relations avec plus de clarté. Il nous permet d'identifier les liens qui nous nourrissent et ceux qui nous épuisent. En abandonnant l'habitude de réagir de manière impulsive et en adoptant un silence intérieur, nous transformons la qualité de nos interactions. Nous devenons moins disponibles pour les conflits inutiles et plus présents pour un dialogue profond. De plus, le silence nous protège de la surstimulation émotionnelle et mentale, ce bombardement constant qui génère fatigue et fragmentation intérieure. Il nous permet de reconstruire notre énergie et de revenir au monde avec plus de force et de clarté. Cultiver le silence est donc une forme radicale de soin et de connaissance de soi. Il ne s'agit pas d'un renoncement au monde, mais d'un engagement profond envers notre intégrité et notre bien-être. Ce refuge intérieur est aussi un espace créatif où nous pouvons rêver, imaginer et créer sans les limitations imposées par le bruit extérieur ou les voix intérieures qui nous jugent. Dans le silence, notre voix authentique trouve l'espace pour émerger, s'exprimer sans filtre ni masque. Nous apprenons à distinguer ce qui nous appartient véritablement de ce qui n'est qu'un écho imposé. De plus, le silence nous relie à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, cette dimension spirituelle que de nombreuses traditions ont désignée comme une source de paix, de sagesse et de force. En nous autorisant à vivre le silence, nous nous alignons sur la vie depuis un lieu plus profond et plus authentique. Nous nous ouvrons à la transformation et à l'expansion de notre être. Ce chemin n'est pas sans embûches. La peur d'affronter le vide intérieur peut nous conduire à rechercher des distractions ou à éviter le silence à tout prix. Cependant, chaque fois que nous choisissons le silence au lieu d'une réaction impulsive, chaque fois que nous maintenons le silence face au bruit, nous pratiquons la liberté intérieure. Le silence devient ainsi un acte de souveraineté, une affirmation que notre énergie n'est pas accessible à tout le monde ni à tout. C'est un rappel constant que notre bien-être est une priorité. Et dans ce choix conscient, nous reprenons le pouvoir de décider à quoi nous accordons notre attention, notre émotion et notre présence. En fin de compte, le silence est l'espace où nous pouvons nous réconcilier avec nous-mêmes, où nous pouvons redécouvrir notre vérité et où nous pouvons récupérer l'énergie qui nous a été volée. Habiter le silence, c'est habiter la vie avec plus de plénitude, avec plus de profondeur, avec une connexion plus authentique avec le monde et avec notre propre être. Chapitre 14. Choix conscient. Comment protéger votre énergie dans un monde qui la consomme? Nous vivons à une époque où l'énergie devient la ressource la plus précieuse et la plus rare. Il ne s'agit pas seulement d'énergie physique, mais aussi d'énergie émotionnelle, mentale et spirituelle, qui nourrit notre vitalité et notre capacité à vivre authentiquement. Dans un monde saturé de stimuli, d'exigences et de relations qui nous sollicitent constamment, préserver cette énergie devient un choix fondamental, une discipline sacrée. Chaque jour, nous sommes confrontés à des décisions apparemment anodines qui influencent notre flux énergétique. Décider à quoi prêter attention, comment réagir aux provocations, quelles conversations accepter et lesquelles éviter devient un acte de respect de soi ou une perte silencieuse de notre force vitale. Ce choix conscient de prendre soin de notre énergie n'est pas un acte d'égoïsme superficiel, mais une profonde manifestation d'amour-propre et de survie émotionnelle. C'est la compréhension que notre capacité à être authentique, créatif et compatissant dépend du maintien d'un champ énergétique sain et équilibré. La réalité est que nous gaspillons souvent notre énergie sans nous en rendre compte, comme si elle était une ressource inépuisable. Nous répondons instantanément à des messages qui ne nous nourrissent pas. Nous nous engageons dans des disputes qui nous épuisent. Nous acceptons des rôles qui nous rabaissent et nous remettons notre bien-être à plus tard pour satisfaire des attentes extérieures. Cette habitude d'abandon automatique est ancrée dans des croyances et des schémas acquis. Le besoin d'être accepté, la peur de la solitude, le désir d'éviter les conflits. Mais cet abandon excessif nous rend vulnérables, épuisés et déconnectés de notre essence. Protéger son énergie est donc un acte de discernement. Savoir dire non sans culpabilité, se retirer sans crainte, fixer des limites claires pour préserver son centre. Il ne s'agit pas d'ériger des murs rigides, mais de créer un espace sûr où nous pouvons être nous-mêmes sans perdre notre force.
Cette protection consciente implique également de reconnaître les sources de drainage énergétique, ces personnes, situations ou habitudes qui drainent notre vitalité sans réciprocité ni respect. En pratique, cela peut signifier limiter les contacts avec des relations toxiques ou exigeantes, éviter une exposition excessive aux médias anxiogènes et cultiver des habitudes qui rechargent notre énergie, comme le repos, la connexion avec la nature ou le silence intérieur. Une autre dimension importante est la gestion de nos propres émotions et pensées, qui peuvent être des sources internes d'épuisement si nous ne les abordons pas avec soin et conscience. Les émotions intenses ou non traitées, les pensées répétitives et négatives et les jugements internes consomment de l'énergie dans un drain silencieux qui peut passer inaperçu mais qui a un impact profond sur notre bien-être. Par conséquent, le choix conscient inclut également le fait de cultiver l'auto-observation et de pratiquer la présence pour identifier quand notre énergie est faible et agir pour la rééquilibrer. Un élément clé de ce processus est la discipline émotionnelle, la capacité de ne pas réagir de manière impulsive aux stimuli qui provoquent l'usure, mais plutôt de répondre à partir d'un lieu de calme et de souveraineté. Cette discipline ne signifie pas réprimer ou nier ce que nous ressentons, mais plutôt choisir comment l'exprimer et à qui nous consacrons notre attention et notre énergie. Ainsi, protéger l'énergie est aussi une forme de libération, se libérer des schémas automatiques qui nous maintiennent dans des cycles d'épuisement, se libérer du besoin constant de plaire, de contrôler ou de réagir. Il s'agit de choisir intentionnellement comment nous investissons notre énergie afin qu'elle nous serve, et non à d'autres, qui ne cherchent qu'à l'utiliser à leurs propres fins. Dans ce contexte, le mot « non » devient un acte révolutionnaire, un outil puissant pour préserver notre intégrité et empêcher l'érosion de notre force vitale. Dire non peut être inconfortable et peut même générer du rejet, mais c'est un acte nécessaire pour établir des limites qui respectent notre humanité et nos ressources intérieures. Ce choix conscient nous relie également au respect de notre temps, cette ressource finie qui ne peut être récupérée et qui doit être gérée avec la même sagesse que notre énergie. En protégeant notre temps et notre énergie, nous posons les bases d'une vie plus équilibrée, authentique et pleine de sens. Sans cette protection, il est facile de tomber dans le piège de la surcharge, de l'épuisement professionnel et de la déconnexion. Un chemin qui mène à la souffrance et à la perte de sens. En revanche, choisir consciemment où et comment investir notre énergie nous permet de vivre à partir de notre centre, avec clarté et objectif. Cette autonomisation nous permet également de cultiver des relations plus saines et plus authentiques, car ce n'est que lorsque nous sommes entiers et équilibrés que nous pouvons offrir une véritable présence aux autres. En prenant conscience de la circulation de notre énergie, nous commençons à identifier des schémas et des dynamiques jusque-là inaperçus. Nous découvrons ce qui nous nourrit et ce qui nous épuise. Cet éveil est une étape fondamentale dans la transformation de nos vies, car il nous invite à lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus et à choisir plus judicieusement. Cela nous permet également de répondre plus clairement à la question essentielle « Que vaut mon énergie ?» Parfois, la réponse peut nécessiter des actes de courage, comme abandonner des relations, des emplois ou des habitudes qui consomment sans rien donner en retour. Mais cet acte de courage est aussi un acte d'amour pour nous-mêmes, un pas vers la reconquête de notre pouvoir personnel. Le choix conscient de protéger notre énergie n'est pas une destination, mais un voyage, un processus continu qui nécessite attention et engagement. Tout au long de ce chemin, nous pouvons compter sur des pratiques qui nous aident à maintenir l'équilibre, comme la méditation, la respiration consciente, la connexion avec la nature et la culture d'espaces de silence. Ces pratiques nous rappellent que l'énergie n'est pas seulement quelque chose que nous dépensons, mais quelque chose que nous pouvons cultiver, renouveler et développer. Protéger l'énergie est en fin de compte un acte d'alignement avec notre vérité et notre raison d'être. C'est vivre dans un lieu où nos actions et nos relations reflètent notre moi profond. Ainsi, au milieu du bruit et des exigences du monde, nous pouvons rester fermes et authentiques, préservant notre lumière intérieure pour la rayonner avec plus de force et de clarté. Chaque choix conscient que nous faisons pour nourrir notre énergie est un pas vers une vie plus épanouissante, un pas vers la liberté d'être qui nous sommes vraiment sans compromis ni sacrifice.
Parce que dans cet espace protégé par notre sagesse intérieure, nous trouvons la force de vivre avec intégrité, d'aimer avec authenticité et de créer à partir de l'abondance de notre être. Chapitre 15. La révolution silencieuse. Transformez votre relation avec votre énergie pour vivre en liberté. Dans un monde qui exige constamment notre attention et notre énergie, la véritable révolution ne s'accomplit pas par des cris ou des manifestations extérieures, mais par des actions silencieuses et conscientes, venues de l'intérieur. Cette révolution est la transformation profonde de notre relation à l'énergie qui nous habite et qui nous habite. C'est la reconnaissance que protéger, honorer et gérer notre énergie est l'acte le plus radical d'amour-propre et de résistance à la culture du burn-out. La révolution silencieuse commence par une question simple mais puissante. À quoi est-ce que je consacre mon énergie? Cette question résume tout le chemin vers la souveraineté personnelle et l'authenticité. Car l'énergie est le canal par lequel circule notre vie. Elle est la matière première de nos pensées, de nos émotions, de nos décisions et de nos relations. En apprenant à être les gardiens conscients de cette énergie, nous nous ouvrons à une existence plus libre, plus épanouissante et plus vraie. Être conscient de l'endroit et de la manière dont nous investissons notre énergie signifie examiner sans crainte les habitudes, les relations et les croyances que nous avons laissées nous consumer sans retour. Il s'agit de reconnaître honnêtement les entraves invisibles qui sapent quotidiennement notre vitalité, le besoin de plaire, la peur du rejet, l'urgence d'une validation extérieure, le brouhaha incessant des réseaux sociaux, les conversations creuses, les engagements qui ne nourrissent pas l'âme. Cette approche courageuse nous invite à un nettoyage en profondeur, une purification qui non seulement purifie notre champ énergétique, mais ouvre aussi l'espace à ce qui compte vraiment. La connexion avec nous-mêmes, la créativité qui naît du silence, la paix qui émerge lorsque nous cessons d'alimenter les conflits internes et externes. Mais cette transformation n'est ni une course ni un objectif à atteindre une fois pour toutes. C'est un processus continu, une pratique quotidienne qui exige discipline, patience et compassion. Discipline pour fixer des limites claires et fermes. Patience pour apprendre à écouter les signaux de notre corps et de notre esprit. Compassion pour ne pas nous juger lorsque nous retombons dans nos vieux schémas ou cédons à la surcharge. La révolution silencieuse nous amène également à comprendre que l'énergie n'est pas une ressource fixe, mais un flux dynamique qui peut s'épuiser ou se renouveler selon la façon dont nous la cultivons. Par conséquent, un élément essentiel de cette transformation est l'acte sacré de prendre soin de soi. Compris non pas comme un luxe, mais comme une nécessité fondamentale pour préserver l'intégrité de notre champ énergétique. Prendre soin de notre énergie implique de créer des rituels qui nous reconnectent à notre essence, nous permettent de nous ressourcer et d'épanouir notre lumière intérieure. Cela peut être aussi simple que de consacrer du temps à la respiration consciente, à la contemplation de la nature, à l'écriture introspective ou à la création artistique qui jaillit du cœur. Ce sont des espaces où nous laissons notre esprit s'apaiser et notre âme respirer, où l'énergie circule sans effort et sans fatigue. En transformant notre relation à l'énergie, nous transformons également notre relation aux autres. Nous apprenons à offrir dans la plénitude et non dans le manque, à donner sans se perdre, à aimer sans sacrifice. Cette nouvelle façon d'interagir remet en question les dynamiques traditionnelles fondées sur la dépendance, les attentes et le contrôle, ouvrant la voie à des liens authentiques, respectueux de l'individualité et de l'espace personnel. Dans ce changement, le silence et la pause deviennent de puissants alliés. Faites taire la voix intérieure qui exige perfection ou approbation. Marquez une pause avant de réagir. Laissez l'espace se remplir de silence plutôt que de bruit. Dans ce silence, nous découvrons le pouvoir de la non-réaction, le pouvoir d'être sans agir, le pouvoir d'être simplement. La révolution silencieuse est aussi une invitation à abandonner le mythe du burn-out comme symbole de productivité ou de valeur. La culture actuelle glorifie la disponibilité permanente, comme si notre valeur dépendait de l'énergie que nous déployons. Mais cette logique est un piège qui mène au burn-out, à la déconnexion et à la perte de sens. En revanche, choisir de protéger notre énergie, c'est retrouver notre humanité, avec ses limites, ses rythmes et ses besoins. C'est reconnaître que nous sommes des êtres à part entière, où corps, esprit et âme
forment un tout indissociable qui mérite attention et respect. Cet acte de rébellion consciente nous libère de l'esclavage de l'action constante et nous ouvre la voie à une existence plus harmonieuse et créative. Lorsque nous cessons de considérer l'énergie comme une dépense incontrôlable et comme un trésor à préserver, une profonde transformation se produit, touchant tous les aspects de notre vie. Une énergie bien gérée nous redonne le pouvoir de choisir, de dire non sans culpabilité, de prioriser ce qui nous nourrit, de récupérer le temps que nous pensions perdu. Elle nous redonne la lucidité nécessaire pour discerner l'urgent de l'important, ce qui exige notre réaction de ce qui mérite notre calme. Cette révolution silencieuse transforme non seulement nos vies personnelles, mais a également un impact profond sur le monde qui nous entoure. Lorsque nous vivons avec l'intégrité de notre énergie, nous rayonnons d'une force sereine qui inspire les autres à faire de même. Un mouvement invisible mais puissant de transformation collective se crée, naissant en chacun de nous. En fin de compte, protéger notre énergie est un acte de libération. Il s'agit de nous libérer de la programmation qui nous maintient esclaves des attentes extérieures, des relations toxiques et des habitudes destructrices. Il s'agit de nous libérer de l'illusion selon laquelle notre valeur dépend de ce que nous faisons ou donnons. Il s'agit de nous libérer pour être simplement qui nous sommes, avec toutes nos imperfections, nos vulnérabilités et notre grandeur. Ce chemin vers la souveraineté énergétique nous invite à renouer avec notre essence profonde, à écouter la voix de notre âme qui nous guide vers l'authenticité et l'épanouissement. Il nous invite à choisir avec intention, à vivre avec détermination et à avancer avec légèreté, conscient que chaque pas est une occasion de redécouvrir notre vérité. La révolution silencieuse est donc la grande aventure de la vie intérieure. C'est la transformation qui se produit lorsque nous décidons de cesser de gaspiller notre énergie sur ce qui ne nous sert à rien et de l'investir dans ce qui compte vraiment. Notre paix, notre épanouissement et notre connexion à la vie. Que cet appel résonne dans chaque mot, chaque pause, chaque souffle, qu'il nous inspire à choisir avec courage, à prendre soin des autres avec tendresse et à vivre avec la force sereine de ceux qui ont découvert le pouvoir infini de protéger leur propre énergie. Car au final, la liberté la plus authentique est celle qui naît de l'équilibre entre donner et recevoir, entre être et être, entre se soutenir et s'ouvrir au monde sans perdre son essence. Et cette liberté, cette révolution silencieuse, commence maintenant, à cet instant, avec le choix conscient d'honorer et de protéger l'énergie qui nous fait vivre. Merci d'avoir lu jusqu'ici. Si ce contenu métaphysique vous a fait réfléchir ou ouvert de nouvelles perspectives, ne vous arrêtez pas maintenant. Le premier lien dans la description vous donne accès à bien plus de ressources pour continuer à grandir, apprendre et appliquer ces connaissances dans votre vie. À bientôt pour la prochaine vidéo, mais n'oubliez pas, votre transformation commence par l'action.